toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode UYL Talk sur la loi de finances pour 2022. Dans ce second épisode, nous présenterons la fiscalité des particuliers et nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous Justine et Johan du Master 2 Droit fiscal des affaires de l'Université de Lille 2, Farouk du Master 2 Droit fiscal et douanier de l'Université de Cergy-Pontoise et enfin Alexandre pour le Master 2 Droit et procédure fiscale de l'entreprise de l'Université Nice-Côte d'Azur. La loi finance pour 2022 au regard de la fiscalité des particuliers, c'est la revalorisation du barème progressif de l'impôt sur les revenus et le taux du PAS, la simplification du régime des crypto-monnaies, les dons aux associations pour les personnes en difficulté, la réduction d'impôts, les crédits d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et enfin la défiscalisation limitée des pourboires. C'est donc les 6 thématiques que nous présenterons aujourd'hui et sans plus attendre, nous allons commencer par l'Université de Lille 2. Justine, peux-tu nous en dire plus sur la revalorisation du barème progressif de l'IR et du taux de PAS ? Donc, afin de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des contribuables, l'article 2 de la loi de finances pour 2022 revalorise le barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils et les limites qui lui sont associés. Par exemple, le plafond du quotient familial et le montant de l'abattement en cas de rattachement d'un enfant majeur sont également modifiés en fonction de la hausse des prix de la consommation hors tabac de 2021. De ce fait, les limites de chacune des 5 tranches de revenus ont été réévaluées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix de la consommation, soit de 1,4%. Donc, en résumé, pour la fraction du revenu imposable n'excédant pas 10 225 euros, le taux est de 0%. De 10 225 euros à 26 070 euros, il y a une imposition à 11%. De 26 070 euros à 74 545 euros, un taux de 30% est applicable. De 74 545 euros à 160 336 euros, 41% d'imposition. Pour la fraction supérieure à 160 336 euros, nous sommes sur un taux de 45%. Donc, la revalorisation du barème progressif est quelque chose de nécessaire chaque année, puisque cela permet de prendre en considération les éléments extérieurs non anodins tels que l'inflation. In fine, on se retrouve donc avec un barème progressif qui colle davantage à la réalité. Et toi Farouk, que penses-tu de la revalorisation du barème ? Alors, je trouve que la mesure, elle est très bienvenue, surtout au regard de tout ce qui se passe actuellement, notamment, donc, comme vous le savez, la crise ukrainienne qui va causer donc une forte augmentation des prix et puis surtout la hausse des prix de l'électricité ou plus globalement de l'énergie ou encore du carburant. Donc, ça assure, en fait, ça permet donc de recadrer un peu et de prendre en compte donc comme ce qui a été dit donc le revenu du contribuable et donc ça permet d'assurer rappelons-le donc l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen car ça prend mieux en compte les capacités contributives du contribuable et donc ça donne lieu à un impôt qui sera plus juste et plus facilement accepté par les Français. Avec l'évolution des cryptoactifs sur Internet, comme par exemple le Bitcoin ou les NFT, et il y en a bien d'autres, on l'a vu récemment, la loi de finances pour 2022 s'est adaptée en simplifiant le régime des crypto-monnaies. Alexandre, que peux-tu nous dire à ce sujet ? Il est tout d'abord à noter que l'économie française a été affectée par l'apparition récente de la nouvelle technologie blockchain. Il faut savoir que la France est généralement très disante sur sa fiscalité. En revanche, elle a un réel train de retard sur le traitement fiscal des activités associées aux cryptoactifs. Ce n'est qu'en 2019 que le législateur a réellement fait intervenir au sein du Code général des impôts ces actifs numériques. En effet, l'article 150 VH bis fixe un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu à 12,8% et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, soit un taux fixe de 30% pour les plus-values de cession de ces titres. On remarque ici que le législateur a fait un copier-coller finalement du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Toutefois, une interrogation persiste en ce qui concerne la possibilité d'opter à l'impôt progressif, qu'on retrouve justement dans le régime des cessions de valeurs mobilières. C'est là qu'intervient la loi de finances pour 2022 qui prévoit que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, le contribuable a la possibilité d'écarter cette imposition forfaitaire, qui était au taux fixe de 30%, pour soumettre les plus-values à la progressivité du barème, évoqué justement par Justine, de l'impôt sur le revenu.
Une deuxième lacune observée sur l'article 150 VH bis trouve sa réponse dans la loi de finances de 2022. En effet, la lettre de l'article est particulièrement limitative, elle ne vise que les cessions d'actifs numériques réalisées par les particuliers à titre occasionnel. C'est ainsi que la loi de finances apporte une clarification sur la distinction de l'activité professionnelle et non professionnelle d'achat pour revente d'actifs numériques. Dès le 1er janvier 2023, les opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles d'un professionnel relèveront des bénéfices non commerciaux. C'est ainsi que, sur le modèle de bourse, le législateur substitue le critère de l'exercice habituel ou occasionnel de l'activité à celui de quasi-professionnel. Cette mesure très attendue vient alors rassurer les contribuables qui s'adonnent à une gestion active de leur portefeuille d'actifs numériques. En délimitant ce régime, finalement, elle met fin au risque de requalification de l'opération. En conséquence, la loi de finances permet d'apporter des réponses, même tardives, aux problématiques fiscales du traitement des actifs numériques. Quels seraient les critères de distinction entre régime des plus-values des particuliers et des plus-values professionnelles ? Comme Alexandre l'a dit, en effet, donc, l'article 70 de la loi de finances pour 2022 vient se calquer et reprend mot pour mot donc, la qualification donc, d'opérateur boursier. Et donc, on va donc naturellement se référer aux critères qui sont donnés par l'administration fiscale et la jurisprudence sur la requalification des opérateurs boursiers afin d'avoir justement un faisceau d'indices, une grille de lecture qui va permettre de savoir si nous, contribuables personnes physiques, nous sommes plus dans le cadre d'une activité professionnelle ou plutôt dans le cadre des plus-values occasionnelles. Et donc pour cela, on a différents critères. On a tout d'abord des critères donc, dits quantitatifs qui sont en fait appréciés au regard du volume de l'activité du contribuable. Ou encore, on va venir comparer le volume d'activité du contribuable ainsi que les revenus générés par le contribuable dans le cadre de son activité sur les crypto-monnaies par rapport à son patrimoine. Et donc, comme vous vous en doutez, plus ce ratio-là sera élevé et plus le contribuable a de chances de se faire qualifier d'opérateur professionnel. On a aussi un autre critère qu'on va appeler plutôt un critère dit qualitatif. Et ce critère, il tient surtout donc, sur les techniques utilisées par le contribuable. Donc là, ça veut tout dire et rien dire. Mais alors pour les personnes qui s'y connaissent un peu dans le domaine crypto, concrètement, si on fait des achats avec à effet levier ou encore si on fait des achats à effet levier ou des achats sur marge ou encore on a recours à des mécanismes donc sur la finance décentralisée, donc on a un wallet décentralisé et qu'on opère tout seul sur le réseau à nos propres risques. Là, par contre, l'administration fiscale va très probablement nous requalifier d'opérateurs professionnels. Enfin, on a aussi un troisième critère qui tient en fait au fait que le contribuable doit tout simplement donc, réaliser les opérations à titre personnel. Concrètement, si moi demain j'ai recours à un mandataire tiers qui s'occupera de gérer mon portefeuille, là je m'inscris dans le cadre de la gestion privée de mon patrimoine et donc mes plus-values seront considérées comme occasionnelles ou du moins comme de la gestion de mon patrimoine privé. Et donc ces trois critères-là sont des critères cumulatifs et on apprécie vraiment les trois critères en fonction de la situation propre à chaque contribuable et à chaque individu. Et donc ce type de critères, on les retrouve beaucoup dans d'autres pays, comme notamment la Suisse ou encore le Portugal, qui eux aussi donc, prévoient ces délimitations donc, entre opérateurs professionnels et puis opérateurs occasionnels. Justement, Johan, qu'en penses-tu de la simplification du régime ? Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où tout se fait par le digital et où tout va très vite, on le voit avec les NFT, la métaverse, l'explosion du Bitcoin, on n'a pas assez de recul sur la situation et que les mesures prises sont trop hâtives et qu'il faudrait qu'on réfléchisse encore et encore sur ces points qui restent encore très complexes et très flous pour un grand nombre de personnes. Toute la législation, finalement, autour de ces actifs numériques est à construire. Alors oui, en effet, moi je rejoins beaucoup ce que Johan a dit. Et là, lorsque l'on parle donc, de simplification sur
du régime des cryptoactifs. Alors concrètement, cette simplification, elle a eu quoi pour effet? C'est tout simplement donc, de faciliter le travail pour l'administration fiscale. Concrètement, les revenus, donc avant 2022, lorsque l'on était une personne physique et que l'on était requalifié de professionnel par l'administration fiscale, nos gains étaient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Lorsque l'on exerçait une activité de minage, nos gains étaient considérés comme des bénéfices non commerciaux. Et enfin, nous avions le régime des plus-values occasionnelles. Donc avec la loi de finances 2022, tout ce qui change tient à la catégorie d'imposition. Et le problème, c'est que, donc, comme évoqué précédemment, donc, nous n'avons pas les critères d'appréciation de cette requalification, mais surtout, ça n'apporte rien par rapport aux amendements qui ont été proposés par le député Pierre Persson. En effet, donc, on a eu vraiment beaucoup d'amendements qui étaient attendus. Notamment, donc, le député souhaitait mettre en place pour les particuliers donc, un premier mécanisme d'exonération à hauteur de 3 000 € des plus-values des particuliers. Donc, ce mécanisme, il prévoyait tout simplement donc, que les achats faits par le biais de crypto-monnaies étaient exonérés à hauteur de 3 000 €. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le régime actuel considère comme fait générateur d'imposition et donc de plus-value imposable les achats de biens et de services qui sont faits par le biais de crypto-monnaies. Et la mesure, elle est vue donc, comme un abattement. Autrement dit, donc, si moi demain j'achète un MacBook à 5 000 €, je ne paierai de plus-value que sur 2 000 €. Donc je ne perds pas le bénéfice de cette exonération. Nous avons aussi une autre mesure qui était attendue, qui était celle de prévoir un régime de l'attribution gratuite des actifs numériques aux salariés d'une entreprise. Alors toute cette problématique, elle est notamment relative aux opérations de ICO ou d'Initial Coin Offering. Donc qu'est-ce qu'une ICO? Une ICO, tout simplement, c'est lorsqu'une entreprise qui souhaite se financer afin de lever des fonds, elle va tout simplement donc, émettre des jetons ou des crypto-monnaies afin de se financer. Et donc généralement, et la plupart du temps, ces entreprises, elles allouent une partie des jetons à leurs salariés afin de les motiver à travailler. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas de régime sur ce mécanisme de gratification. Et donc le député Pierre Persson a souhaité justement apporter des clarifications et il a aligné ce régime-là avec celui des attributions gratuites d'actions. Donc concrètement, les gains qui sont générés jusqu'à 300 000 € allaient être imposables en tant que traitement et salaire et le contribuable allait bénéficier d'un abattement de 50% sur les gains nets retirés après la cession de ces jetons. Et au-delà de 300 000 €, le gain net de la cession des jetons allait être imposable en tant que traitement et salaire, comme le salaire que l'on reçoit d'habitude. Enfin, sur donc les NFT, le député Pierre Persson avait aussi proposé que l'on impose les NFT selon l'actif sous-jacent. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tout simplement, donc un NFT, ça peut être une terre que j'ai achetée sur la métaverse, comme ça peut être une œuvre d'art. Et donc, ce que le député proposait, c'est que l'on se réfère non pas à la forme du jeton, mais à son contenu. Donc concrètement, si demain donc, je vends un NFT qui consiste en une parcelle de terrain, j'allais être soumis au régime des plus-values immobilières. Si demain j'allais vendre une œuvre d'art, j'allais être soumis au régime des plus-values sur les œuvres d'art. Et cette problématique, elle était très attendue, notamment au regard de la question d'une députée, donc Madame Véronique Louagie, qui a justement, juste après la loi de finances, posé une question au gouvernement afin d'obtenir un éclairage sur le traitement fiscal des plus-values relatives aux NFT. Et actuellement, donc, les professionnels se réfèrent beaucoup plus au régime des plus-values pour les NFT, se réfèrent beaucoup plus aux plus-values sur les œuvres d'art. Donc la France, sur ce point-là, a vraiment beaucoup de retard, mais des pas sont faits, des progrès sont faits sur le traitement fiscal des actifs numériques. Concernant les dons aux associations pour les personnes en difficulté, donc la réduction des impôts, ça nous amène à malheureusement une situation qui est plus que d'actualité.
Et justement, en cette période de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les dons sont essentiels. À ce propos, la loi de finances prévoit un dispositif à ce sujet. Que peux-tu nous en dire, Johan? Effectivement, comme on le voit avec ce qui se passe, comme tu l'as très bien dit, en Ukraine, il est nécessaire de faire des dons à autrui. Et de plus, avec la crise sanitaire et les différents confinements que nous avons traversés, le contribuable a été amené à épargner en faisant des économies et par le biais du don, il sera aussi donc amené à pouvoir faire des économies d'impôts. Mais pour comprendre les réductions d'impôts que peuvent bénéficier les contribuables en cas de dons effectués auprès d'organismes aidant donc les plus démunis, il convient de prime abord donc de se demander quelles associations et à combien s'élève cette réduction d'impôts. Pour être éligible à cette réduction d'impôt, plusieurs dispositions doivent être remplies. Les dons doivent être désintéressés et ne comporter aucune contrepartie. Ce don peut être effectué au profit d'associations, de fondations, d'organismes privés ou publics, mais ces organismes doivent cependant, elles aussi, remplir quelques conditions. C'est-à-dire avoir un but non lucratif, avoir un objet social et une gestion désintéressée, ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. L'administration fiscale retient plusieurs types de dons. Il peut s'agir de sommes d'argent, de dons en nature ou encore de dons effectués par SMS. Mais attention, pour bénéficier de cette réduction d'impôt, l'association est dans l'obligation de vous remettre un reçu à titre de justificatif de don auprès de l'administration fiscale. À ce titre, les ménages qui souhaitent effectuer des dons au profit d'organismes d'aide aux plus démunis, qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux, ou qui favorisent le logement de personnes en difficulté en France et à l'étranger, comme les dons par exemple à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur ou au Secours catholique, bénéficieront d'une réduction d'impôt correspondant à 75% des dons versés dans la limite de 1 000 euros. En effet, avec la loi de finances de 2022, le plafond a doublé. Mais il faut le savoir, une fois le plafond de 1 000 euros atteint, le surplus retombe dans le régime de droit commun avec une réduction d'impôt de 66%. Donc, comme je viens de le rappeler, donc, en ce qui concerne le montant de la réduction, le droit à réduction d'impôt sur le revenu est égal à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc, par exemple, un don de 50 euros ouvre droit à une réduction d'impôt de 33 euros. Un don de 100 euros donnera quant à lui droit à une réduction de 66 euros. Toutefois, pour obtenir donc cette réduction, un formalisme très simple doit être effectué sur la déclaration d'imposition sur le revenu. Donc, vous devriez, en tant que contribuable, indiquer dans la case 7 UF de votre déclaration 2042 le montant des versements effectués. Les dons que vous avez réalisés en année N devront donc être déclarés avec vos revenus au printemps de l'année N+1. Donc, par exemple, au printemps 2023, vous devrez déclarer les dons réalisés en 2022. Et pourquoi ce dispositif a été mis en place? Donc aujourd'hui, les conséquences de la crise économique et sanitaire continuent de se faire sentir, surtout pour les plus précaires. Il a donc été décidé par le gouvernement de prolonger ce dispositif qu'on appelle le dispositif Coluche, pour permettre aux contribuables à la fois de bénéficier d'une réduction d'impôt, mais aussi pour ces organismes d'aider de manière significative les personnes en situation de précarité. Justine, est-ce que tu penses que cela va dans le bon sens? Aujourd'hui, plus encore, comme tu as pu le souligner dès l'introduction, Quentin, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous voyons qu'il y a des populations qui restent dans le besoin. Si d'autres personnes qui peuvent faire des dons par soutien ou alors simplement parce qu'ils sont encouragés par l'obtention d'une réduction d'impôt, peu importe, l'objectif reste le même, c'est-à-dire aider les plus démunis. Donc c'est un très bon dispositif et il faut continuer à le développer. Après la réduction d'impôts pour les dons aux associations venant en aide aux personnes en difficulté, il existe également des crédits d'impôt. Justine, toujours, peux-tu nous éclairer sur le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, suite au confinement et à la dégradation de la crise sanitaire ces dernières années, beaucoup de personnes ont été soumises au télétravail. Aujourd'hui, les recommandations gouvernementales permettent petit à petit la reprise du travail directement sur site. Nous pouvons aussi souligner que dès lundi, le masque n'est plus obligatoire, donc c'est une très grosse avancée. Et donc, de ce fait, de plus en plus de personnes sont susceptibles de faire appel à un salarié à domicile pour la garde de leurs enfants. La loi de finances pour 2022 permet que les sommes versées en rémunération des services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d'impôt. Donc, qu'est-ce qu'un crédit d'impôt? Donc, un crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. C'est celui que nous avons déjà vu précédemment. Il peut faire l'objet d'un remboursement lorsqu'il est supérieur au montant de l'impôt dû. L'article 3 de la loi de finances pour 2022 vient clarifier et simplifier le régime applicable aux prestations de services rendues en dehors du domicile,
ainsi que l'application de barèmes spécifiques. Que cela signifie-t-il? Avant, seuls les services rendus à l'intérieur du domicile ouvraient droit à cet avantage. Cependant, la doctrine octroyait déjà le crédit d'impôt pour les prestations exercées en dehors du domicile dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d'activités. Donc il est possible de prendre en exemple l'accompagnement des enfants sur le parcours école-domicile ou sur le lieu d'une activité périscolaire comme le gymnase, la ludothèque ou encore la visite du zoo. Ces activités sont admises dans la mesure où elles sont liées à la garde de l'enfant à domicile. Cependant, cette possibilité avait été remise en cause par le Conseil d'État dans une décision en date du 30 novembre 2020. La loi de finances pour 2022 vient sécuriser la position prise antérieurement en faisant légaliser la doctrine, tout simplement. En résumé, dorénavant, les services rendus à l'extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu'ils sont compris dans une offre d'ensemble, incluant des activités effectuées à cette même résidence. De plus, certaines dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt dans certaines limites spécifiques. Avant l'introduction de l'article 3 de la loi de finances, nous pouvons assister à un certain débat entre la doctrine administrative et les tribunaux administratifs sur l'application de sous-plafonds. Aujourd'hui, plus de doute. Ces dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt, mais elles doivent être retenues dans leur montant effectif et dans une limite générale de 12 000 € par an et sous réserve de l'application de plafonds spécifiques, donc c'est-à-dire des sous-plafonds. 500 € pour le total des petits travaux dits hommes tous mains, hommes clés, comme on peut le dire à la maison. 3 000 € le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile, et ainsi que 5 000 € pour le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. Bien évidemment, ces mesures s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2021 déclarés en 2022. Farouk, que penses-tu de ce dispositif et est-ce que selon toi c'est une avancée? Alors, oui, totalement. Donc, ce dispositif, il a vraiment simplifié le régime en généralisant en fait le mécanisme du crédit d'impôt sur les dépenses engagées par les salariés. En effet, donc, avant la loi de finances pour 2022, l'aide fiscale prenait la forme soit d'un crédit d'impôt, soit d'une réduction d'impôt. Elle prenait la forme d'un crédit d'impôt lorsque ces dépenses étaient engagées par un contribuable qui exerçait une activité professionnelle ou qui était inscrit comme un demandeur d'emploi. Et l'aide prenait la forme d'une réduction d'impôt pour toute autre personne ou pour les contribuables qui supportent les dépenses afférentes à des services rendus au domicile de leurs ascendants. Donc oui, c'est une avancée, notamment d'un point de vue technique, on va dire par la généralisation du mécanisme du crédit d'impôt, mais aussi ça va permettre aussi d'un point de vue économique donc, d'inciter donc, les contribuables à avoir recours à ce type de dépenses pour relancer l'économie. Un des points relevés par la loi de finances est la défiscalisation des pourboires. Mais est-ce que cette mesure, selon toi Alexandre, si je puis dire, est réellement pertinente? Pour bien comprendre en quoi cette mesure est originale et mérite d'être abordée, il convient de revenir sur le régime actuel. Par avant, les sommes reçues en pourboire étaient soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la même manière que les salaires par exemple. Le nouveau régime, introduit par la loi de finances, prévoit une exclusion temporaire de l'assiette sociale des pourboires versés au personnel. Pour reconstituer le cadre dans lequel a été prise cette mesure, il s'agissait d'un engagement du président de la République, Emmanuel Macron, envers les professionnels du secteur de la restauration. Il est à rappeler que les pourboires, dans certaines branches d'activité, participent généralement à un complément de revenu, et le développement des moyens de paiement numériques prive ses salariés de ce complément. Il est d'autant plus intéressant de mettre en perspective cette mesure dans le contexte sanitaire actuel. Le secteur de la restauration est l'un des secteurs les plus touchés par le coronavirus. Cette mesure trouve alors parfaitement sa place dans la continuité des efforts du gouvernement pour limiter les effets de la crise. Alors, bien qu'intéressante, cette mesure ne s'applique que pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2022. Revenons sur le fait qu'en 2022, ce sont les revenus de 2021 que l'on déclare. Cette année donc, l'exonération ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'impôt. Il est aussi intéressant d'attirer l'attention du contribuable sur le fait que ces revenus sont exclus du calcul de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, mais sont intégrés au revenu fiscal de référence.
lui-même souvent pris en compte pour le calcul des seuils permettant de bénéficier des aides d'État par exemple. A noter que cette mesure n'est pour l'instant que provisoire. Ainsi, à partir de 2024, ces revenus devraient être pris en compte dans le calcul des impôts. Enfin, pour les contribuables qui n'avaient pas pour habitude de déclarer leurs pourboires, à partir de 2024, s'il y a une fracture entre les pourboires déclarés au titre des années concernées par l'exonération et des années qui, a priori, ne seraient concernées par celle-ci, l'administration pourra être fondée à opérer des contrôles et surtout acquérir un élément de preuve pour reconstituer le revenu du contribuable. En effet, s'il y a un écart trop important entre le revenu déclaré d'une année à l'autre, sans raison particulière, le contribuable devra justifier cette différence. La défiscalisation pourrait alors devenir un instrument utile à l'administration fiscale. Johan, est-il possible que tu nous donnes ton avis sur la défiscalisation des pourboires? Oui, tout à fait. Je pense que c'est plutôt une bonne chose car on peut estimer, on peut penser que cela devienne un complément de salaire pour les travailleurs en restaurant. Ce secteur qui a d'ailleurs été longuement touché et qui est encore touché par la crise du Covid a beaucoup souffert. Donc effectivement, je pense que cela est une bonne chose car ces pourboires sont sans charge pour les employeurs et sans impôt pour les salariés qui les perçoivent. Ce podcast va toucher à sa fin, mais avant de le terminer, j'aimerais que l'on fasse un petit tour de table pour voir ce que vous avez pensé de ces dispositifs liés aux particuliers. Au-delà des mesures liées à la pandémie, qui trouvent parfaitement leur place au sein de la loi de finances, on ressent que le gouvernement propose des réponses très attendues au traitement de la fiscalité des particuliers. Finalement, cette connexion entre le particulier et la loi de finances n'est sans doute pas dénuée de lien avec les élections présidentielles qui approchent. Quant à moi, je pense que la loi de finances pour 2022, en ce qui concerne les particuliers, contient essentiellement des mesures d'adaptation et de correction. Il n'y a pas de grandes nouveautés, mais c'est quand même une avancée et on a pu le souligner pendant toute la durée de ce podcast. Et la loi de finances quand même prend en compte l'évolution de la société, comme par exemple avec l'allègement de la taxe d'habitation que nous n'avons pas parlé, de 65% pour les loyers fiscaux, non exonérés en 2022, ou la suppression totale, toujours maintenue pour le 31 décembre 2022, pour les résidences principales. Quant à moi, et je pense qu'on concédera tous, avec la crise sanitaire que nous avons connue et qui est encore d'actualité, le gouvernement a su d'une certaine manière faire face à cette crise tout en aidant les particuliers. Il a pris les conséquences du Covid pour, entre guillemets, les transposer dans cette loi de finances 2022. On l'a vu avec les nombreux confinements où l'on avait des restaurants fermés et aujourd'hui on note une défiscalisation des pourboires. De la même manière, cette loi de finances s'inscrit avec son temps, comme avec les crypto-monnaies par exemple. Donc en tout état de cause, cette loi de finances 2022 pour les particuliers ne répond pas à des problématiques clés ou très importantes en soi, mais s'inscrit vraiment avec son temps et essaye au mieux de faire face à la situation actuelle, tout en essayant de soutenir les particuliers. Donc pour ma part, je rejoins beaucoup l'avis de Justine sur la loi de finances. En effet, elle n'a pas réellement apporté donc, de nouvelles mesures phares que l'on aurait pu attendre d'une loi de finances, mais par contre, elle a apporté beaucoup de mesures d'adaptation et de correction de certaines choses. Et pour ma part, je regrette beaucoup, et là c'est pour citer une expression journalistique, le raté de la France concernant le régime fiscal des actifs numériques qui a été proposé par le député Pierre Persson, parce que cela aurait vraiment pu permettre à la France de se placer en tant que seconde crypto-vallée européenne des actifs numériques. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Je tenais personnellement à vous remercier tous les quatre pour votre contribution et à ce second épisode sur la loi de finances. C'était très riche. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous avez apportées, que ce soit à moi personnellement ou aux auditeurs. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci à ceux qui posent des questions et n'hésitez pas sur les réseaux ou même dans les commentaires à dire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous retrouverons dans un prochain épisode pour la fiscalité des entreprises. Merci.